Bienvenue à cette émission exceptionnelle de Bibliothèque Médicis. Voici un des événements importants de l'année 2013, l'exposition organisée pour les 40 ans de la Fondation Meg à Saint-Paul-de-Vence. La première année de la Fondation Meg reste toujours marquée par la présence d'André Malraux. C'était son musée imaginaire. Cette fois, c'est le musée réel, concret d'un écrivain philosophe qui nous a accoutumés à toutes les surprises par sa présence dans les lieux de guerre ou sur tous les lieux des conflits ou des grands problèmes de notre société. Après 2 ans de silence, ou pratiquement, il réapparaît pour ouvrir les portes d'un univers inattendu, la peinture et la philosophie. Bernard-Henri Lévy, merci d'être avec nous à Bibliothèque Médicis. Vous êtes donc l'inspirateur et le commissaire de cette exposition qui, commencée le 28 juin, va se terminer 4 mois après. Après, est-ce qu'elle voyagera ? J'espère qu'elle voyagera, oui. J'espère qu'elle voyagera parce que je crois que c'est ce qui peut arriver de mieux aux œuvres en général, de ne pas rester dans des collections privées ou pire encore dans des coffres-forts. Et puis, à cette espèce de composition à laquelle je me suis risqué, j'aimerais bien que ça voyage, oui. Donc, vous inventez une exposition avec, on va le voir, 160 œuvres sélectionnées par vous-même. Et on peut dire qu'il n'a pas la même durée, qui va 4 mois, j'ai dit, et comme des fleurs qui s'épanouissent et qui disparaissent 120 jours après. Mais en même temps, c'est une chance de pouvoir inventer son propre musée. Beaucoup de gens doivent rêver de le faire et qui ne le font pas. Surtout, il y a... Non, la vraie chance, oui, c'est ça, mais c'est aussi... Il y a des hommes ou des femmes qui mettent une vie à constituer une collection. Moi, j'ai mis 2 ans à constituer ce qui est pour moi la plus belle collection du monde, sauf qu'elle est éphémère et qu'elle va durer 4 mois. Mais c'est comme le couronnement d'une vie. Cette collection magique qui rassemble des œuvres à la fois si proches et si différentes, qui se parlent les unes aux autres et qui me parlent toutes et qui parleront, je crois, aux lecteurs de ce livre ou aux visiteurs de la Fondation. Vous n'êtes pas collectionneur, vous ? Personnellement, je ne suis pas collectionneur, je ne suis pas accumulateur, je suis trop voyageur pour accumuler, pour collectionner. Donc il y a ça. Il y a quelque chose de ma jeunesse marxiste probablement qui perdure et qui fait que je pense que dans l'appropriation privée de la beauté du monde, il y a quelque chose qui est un peu gênant. Puis la deuxième raison... La beauté doit être partagée, quand il s'agit de beauté, elle doit être partagée par le plus grand nombre. Elle doit être partagée par tous. Elle doit être au musée du Louvre, elle doit être au musée du Prado, elle doit être à la Fondation Mag, elle doit être dans les collections de François Pinault, au Palazzo Grassi ou à la Douane de Mer. Mais pas chez vous. Pas chez moi, parce que si elles étaient chez moi, en effet, j'aurais tendance à... Voilà, elles seraient chez moi, donc elles seraient soustraites à votre regard ou au regard de ceux qui nous regardent. Quel a été le premier tableau de Bernard-Henri Lévy ? Première fois que vous avez eu un tableau, vous l'avez vu, vous vous avez dit qu'est-ce que c'est ? C'est de la peinture ? Le premier tableau que j'ai vu, c'est un tableau abstrait qui était chez mes parents, qui n'étaient pas non plus collectionneurs pour les mêmes raisons que moi d'ailleurs, mais enfin ils avaient ce tableau-là. C'était le tableau d'un artiste anglais qui s'appelait Peter Clough, qui a laissé très peu de traces dans l'histoire de la peinture, et qui était dans le salon de mes parents, accroché en face du piano. Et je prenais des leçons de piano avec une exquise professeuse de musique. Elle était d'une beauté absolument stupéfiante. Elle m'inspirait, j'avais 13 ou 14 ans, un désir déjà extrêmement torride. Et la seule façon que j'avais de ne pas céder à mon désir, et en gros de ne pas me jeter sur elle, était de me fixer sur la toile abstraite de Peter Clough, qui était constituée d'une série de carrés très beaux, un peu drippés, un peu poloquiens. Je les comptais, j'essayais de me les figurer, de les mémoriser, et c'est ce qui calmait et refroidissait un peu mon désir. Alors, donc pour moi, la peinture, elle est contemporaine de la naissance de l'érotisme. L'érotisme. Ah bah oui. L'exposition va marquer, elle marque déjà, elle ouvre des réflexions et des débats, et d'abord sur vous-même. Quelle relation entre toutes les guerres oubliées, perdues, meurtrières d'aujourd'hui, la guerre de Libye et le monde de l'art, est-ce une halte et une sorte de repos de Bernard-Henri Lévy? Non, c'est pas une halte, c'est une étape. Une étape livre, inattendue, mais vers quoi? Une étape. Une étape dans l'aventure de ma vie et de mes engagements. Il y a dans ce livre, en tout cas, il y a au moins 2 questions
qui sont des questions que les lecteurs un tout petit peu attentifs de mon travail retrouvent dans tout mon trajet. 1, la question de la vérité. 2, la question de l'iconoclastie. Au cœur de tout ça, il y a la haine de l'image. Le livre s'ouvre au moment de la fin de la guerre de Libye. Il y avait un beau dîner d'été sur une terrasse de Saint-Paul-de-Vence avec Olivier Quéplin de la Fondation Meg. Il vous propose de rêver et d'organiser cette exposition. Vous mettez un certain temps avant d'accepter et vous dites oui. Vous dites que l'art peut aussi exprimer le tragique de la vie et il peut exprimer aussi la politique et aller au-delà de la politique. Et alors, bon, et vous faites toujours les choses en grand. Vous accompagnez l'exposition de ce livre, hein, Les Aventures de la Vérité, en 3 parties. La lettre, donc, à Olivier Quéplin, le journal, rédigé au jour après jour de la quête, de la collecte des œuvres, et le catalogue, avec chaque peinture choisie par vous-même, avec une notice signée BHL. Mais qu'est-ce qui compte le plus? L'exposition ou le livre qui, lui, va porter la signature de BHL et peut-être la trace pour après? Ce qui compte le plus, c'est évidemment l'exposition, mais ce qui restera, c'est forcément le livre. Le vrai marbre, c'est évidemment le marbre des pages de papier et des lettres, donc voilà. Vous l'avez entendu, cette critique, on dit c'est peut-être une hérésie de mélanger les grands anciens, Tiepolo, Rubens, Tintoret, que vous aimez comme Jean-Paul Sartre, avec des contemporains. Jeff Koons, l'Allemand Anselm Kiefer, Basquiat, l'Israélien Ofer Lelouch. C'est bien qu'ils puissent se combiner. C'est-à-dire que pour vous, il y en a qui disent l'art s'est arrêté à telle ou telle, à telle année. Est-ce que pour vous, l'art c'est une continuité, l'art c'est toujours là? D'abord, je connais peu de propos aussi stupidement réactionnaires que le propos selon lequel l'art se serait arrêté à telle ou telle année. Mais vous l'entendez? Bien sûr, je l'entends. Mais l'art continue. Les mêmes, d'ailleurs, enfin les pères des mêmes, disaient que l'art s'était arrêté à Picasso. Puis avant, ils disaient qu'il s'était arrêté à Cézanne. Et puis avant, ils disaient qu'il s'était arrêté à David. Et ainsi de suite. L'art n'a pas cessé de s'arrêter, à en croire les Philistins. Et en vérité, il n'a jamais cessé de renaître. Après, faire dialoguer les œuvres les unes avec les autres, c'est le principe du musée. Un musée, c'est ça. Le geste muséal est toujours un geste de libération pour les œuvres, oui, bien sûr. Mais à condition, encore une fois, que ce ne soit pas enfermé dans des musées-prisons, comme vous le dites vous, des musées tombeaux, vous le confiez à votre journal. Les œuvres, là, à la Fondation Mag, à Saint-Paul-de-Vence, elles sont dans un espace qui est caressé par la grâce, parce qu'il y a la nature, etc. Le thème à Saint-Paul-de-Vence, c'est peinture et philosophie. C'est-à-dire que la peinture vient d'abord dans la chronologie pour vous aujourd'hui? Oui, pas seulement dans la chronologie. Vous savez, je me souviens de mon tout premier livre, qui s'appelait, les plus anciens s'en souviennent peut-être, qui s'appelait La barbarie à visage humain. La dernière page de La barbarie à visage humain, c'était pour dire que la peinture voit des choses que la philosophie ne voit pas. C'était pour dire que l'art comprend du monde une part qui reste opaque au discours théorique. C'est-à-dire qu'il montre la vérité. Il va chercher, comme disait Victor Hugo, dans les choses plus que les choses. Il va derrière le rideau du monde explorer ce que Balzac appelait l'envers de l'histoire contemporaine. Et je me rappelle, à l'époque, il y a 35 ans, j'étais très jeune, je disais, pour comprendre les origines de la guerre de 14, il faut lire Musil plutôt que les théoriciens de l'époque. Pour comprendre le fascisme, il faut voir Guernica. Pour comprendre le goulag, il faut lire Solzhenitsyn. Et d'une manière générale, je dis aujourd'hui, confirmant cette intuition de jeunesse, que pour entrer dans le mystère de la condition humaine et de sa part la plus noire, il faut aller voir du côté de Basquiat ou du côté de Picasso. Pas seulement pour ce qui est arrivé, c'est-à-dire l'histoire et le passé, mais en même temps ce qui peut se produire à l'humanité. Et en 1991, je me rappelle, vous avez publié Les Aventures de la Liberté, qui était aussi consacré à la mission politique des intellectuels. Cette fois, il s'agit donc des Aventures de la Vérité, parce que ça veut dire que l'art est d'abord la meilleure garantie de la vérité, le symbole de la vérité. Est-ce que le peintre atteint plus la vérité que le philosophe ou l'écrivain? Ça veut dire d'abord que je crois qu'il faut disjoindre l'art de l'esthétique. L'art a été pris en otage il y a un siècle et demi par une discipline importante qui est l'esthétique et qui ne suffit pas à en rendre compte. L'esthétique, c'est la beauté. Entre autres, par exemple, oui, voilà, la beauté. C'est le sensible, c'est la théorie du sensible. Je crois que l'art a à voir, et c'est peut-être même une des voies d'accès privilégiées, à l'intelligible, à l'idée. En gros, qu'est-ce
Qu'est-ce que j'essaye très modestement de faire dans ce livre et dans cette... Modestement. Vous allez voir pourquoi je dis modestement. Vous allez savoir pourquoi je suis modeste. J'essaye, à ma mesure, à mes moyens, de renverser la fable platonicienne. Platon, qui était l'ennemi des artistes, hein, l'ennemi radical, l'ennemi mortel, tout ce qui était art. Pas d'image, voilà. L'image en enfer et l'idée au paradis. Platon disait, les artistes sont du côté du simulacre, les philosophes sont du côté de la vérité. Eh bien, moi je suis partisan des artistes qui disent, c'est toi Platon qui es du côté du simulacre, avec ton faux être, avec ta fausse vie, avec ta dégradation de la vie, comme disait Nietzsche, et c'est nous les artistes qui, avec notre façon d'aller fouiller les entrailles des choses, sommes du côté de la vérité de l'être. C'est cela que je crois et que j'essaie de montrer dans cette aventure. Il ne faut pas donner l'impression que pour accéder à la peinture, à votre livre et peut-être à l'exposition, il faut sortir de l'agrégation de philosophie. On va montrer que c'est peut-être beaucoup plus simple en illustrant avec quelques philosophes ou quelques penseurs. La beauté, il me semble qu'elle a en ce moment une mauvaise réputation. Et dans le journal, vous citez une saison en enfer de Rimbaud. Vous vous en souvenez, vous dites « Un soir, dit Rimbaud, j'ai assis la beauté sur les genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. » Baudelaire aussi a dit à peu près la même chose. Pourquoi aujourd'hui l'idéal de beauté est-il ainsi récusé? Parce qu'il y a eu Rimbaud, parce qu'il y a eu Dada et parce qu'il y a eu Duchamp. Les trois blessures narcissiques à cet idéal de beauté, ce sont ces trois événements qui les ont infligés. Dada, Duchamp, parce que l'art, ça peut être le banal, Dada, parce que l'art, ça peut être le grotesque, et Rimbaud, parce que la laideur peut être objet de poésie. Est-ce que pour autant, il faut dire comme vous, il faut en finir avec les vieilles badernes du culte de la beauté? La beauté est un marécage doré. Je pense qu'il arrive que la beauté, lorsque la beauté est pure décoration, lorsque la beauté est une manière d'enjoliver le destin des humains, de leur raconter des histoires, de leur promettre un avenir sucré, je pense en effet que c'est un marécage et que les artistes nous aident à en sortir et à regarder des choses en face. Il y a la philosophie et la réalité du cheminement de l'exposition. L'exposition, c'est d'abord la collecte de 160 œuvres. Est-ce que vous les connaissiez ou vous en avez découvert en cours de route? Parce que c'est déjà en soi une aventure. Absolument. Il y a vraiment trois catégories. Il y a des œuvres que je connaissais bien, que j'avais vues tout au fil de ma vie et que je suis allé demander qu'on me les prête. Il y a des œuvres dont je me souvenais, mais dont je ne savais plus où elles étaient, et il a fallu les relocaliser. Par exemple, cette incroyable Pietà de Cosmetura que j'avais vu en 1967. Cosmetura, parce que ce n'est pas un nom familier, il est du XVe siècle. Voilà, il est du XVe siècle, c'est un peintre rare, pas très familier, c'était le peintre favori ou le peintre que défendait beaucoup Antonin Artaud, l'auteur du Voyage au pays des Tarahumara, l'auteur du Pesner, etc. Et été 67, je traverse l'Italie en autostop, avec un camarade d'Hippocagne, nous faisons tous les musées d'Italie, depuis les offices, les musées de Rome, etc. Et 40 ans plus tard, je sais que j'ai vu ce Cosmetura. Il faut le retrouver. Et il faut le retrouver. C'est la deuxième catégorie. Et il y a une troisième catégorie d'œuvres, il y en a quand même quelques-unes, que je ne connaissais pas, dont je ne soupçonnais pas l'existence et que j'ai découvertes au fil de mon enquête. Là, il y a tout un réseau d'amis comme Donatien Gros, quelques autres, des contacts à travers la planète, des voyages, des torrents d'éloquence pour convaincre des collectionneurs. Lesquels ont été les plus durs? Parce que dans le journal, vous racontez que tel ou tel vous a dit « Ah non, ça c'est à nous, ça ne sort pas de chez nous, nous ne prêtons jamais ». Oui, il y a une collectionneuse. J'ai été déçu d'ailleurs parce que c'est en même temps. Ce fut une grande collectionneuse. Elle s'appelle Madame. Là encore, elle est dans le livre. Donc il n'y a pas de raison de faire l'hypocrite ici si je ne le fais pas dans le livre. Elle s'appelle Madame Barbier-Muller. Oui, et c'est de chez elle que je suis sorti en ayant le sentiment que je sortais d'une nécropole et que. C'est très étrange. Vous savez, il y avait autrefois un film de Jean Rouch qui s'appelait, je crois, Jean Rouch, Les statues meurent aussi. Et je suis sorti de chez elle en pensant,
les tableaux meurent aussi. Les tableaux peuvent mourir. Donc il faut leur donner vie à nouveau. Il faut leur donner vie, il faut les regarder, il faut que des regards les absorber, les aimer, se portent sur eux, que des regards nouveaux se portent sur eux, qu'ils engagent le dialogue avec des interlocuteurs différents, qu'ils sortent. Voilà. Et là, j'avais l'impression que c'était l'inverse. Et ça, on va voir que c'est tout un parcours et un récit, parce que vous racontez une histoire à travers les 160 œuvres que vous exposez, mais on peut dire que vous adressez à votre place, modeste, n'est-ce pas, un message, un appel à quoi? À la lucidité, au réveil, au sursaut, à la culture, à quoi? Quand vous le dites, il faut qu'on le voit, que les nouvelles générations le découvrent et les fassent vivre, qu'il y ait cet échange. Je voudrais, par exemple, à la fois que les nouvelles générations sachent, comme les disciples d'Antonin Artaud il y a 40 ans, que Cosmétura est une des merveilles de l'histoire de l'humanité. Ils ont peut-être Philippe Lallemand et Anne-Marie Moreau montrent le Cosmétura. Voilà, peut-être l'ont-ils oublié. Et puis je voudrais aussi qu'on arrête de dire que l'art contemporain c'est n'importe quoi, ou que l'art contemporain est une accumulation de nullités. Je voudrais, par ce livre, justement en juxtaposant d'ailleurs, parce qu'au fond, c'est le vrai test. Pour savoir si une œuvre contemporaine a un sens ou n'en a pas, est digne des illustres pionnières ou ne l'est pas, la meilleure manière, c'est de les mettre à côté. Vous mettez... Il y en a qui ne vont pas supporter la rencontre. Hein. Et il y en a qui la supportent. Ouais. Mettez, par exemple, comme je le fais dans le bouquin, cette admirable tête de Marina Abramović, cette tête noire plantée de cristaux, aux yeux fermés. Mettez-la à côté de ce chef-d'œuvre surréaliste de Marcel Jean qui s'appelait Le parfum du gardénia. Il y a un chef-d'œuvre estampillé, puis il y a une œuvre nouvelle. Vous voyez bien que l'une est à la hauteur de l'autre. Le test marche. Le stress test, comme disent les entreprises, les banquiers, les gens de la crise financière. Le stress test de l'art contemporain, dans le cas de Abramović et dans d'autres cas, il fonctionne. Mais quand vous êtes allé voir à des collectionneurs privés, est-ce que le fait d'avoir votre propre histoire, votre passé, ça a ouvert des portes ou on vous a dit dehors? Ou est-ce que vous avez dit, celui-ci, j'ai défendu la cause arménienne, peut-être qu'il me file le tableau dont je rêvais, celui-là... on va voir aussi, parce que j'aurais dû le dire, que vous avez trouvé des toiles dans des musées, enfin, pour la plupart même des Français peut-être inattendus, à Douai, à Dijon et à Besançon, un Cranach extraordinaire, Adam et Ève. Donc il y a des richesses comme ça dans les musées français. Il y a des richesses dans des musées de région qui ne sont pas tellement fréquentés, qui sont parfois même fermés pour d'interminables travaux. Il y a des choses extraordinaires. Oui, ce Cranach ou ce Tintoret, il y a un Tintoret magnifique qui est dans l'exposition, dans un musée français qui est le musée de Besançon. Alors, pour chaque tableau, il y a eu parfois bataille. Il faut le trouver, il faut convaincre le propriétaire, le collectionneur, ensuite les rassembler, les assurer. Ça, on va voir tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, par exemple, dans le livre, vous dites la valeur d'assurance de votre Cosmétura, la Pietà. Oui. On vous dit 55 millions d'euros, l'assurance? Non, la valeur d'assurance. C'est-à-dire la valeur de l'œuvre à partir de laquelle est calculée l'assurance. Oui, bien sûr. Et alors, c'est comme vous avez une maison, elle coûte 500 000 euros, c'est la valeur d'assurance. Combien coûtent les assurances au total pour les 160 œuvres? Je ne sais pas, ça il faudrait vraiment demander ça. Mais vous aviez des milliards pour faire votre exposition? Mais non, c'est pas de cet ordre. C'est certainement l'exposition la plus ambitieuse qu'ait faite la Fondation Mag, la plus chère, avec le budget le plus élevé. Mais qui a été rendu possible. Vous étiez indifférent au coût? Non. J'étais pas indifférent au coût. Il y avait des mécènes qui Il y avait heureusement Adrien Mag et Olivier Keplin qui bénéficient d'un grand courant de sympathie dans leur milieu et qui ont été aidés par des mécènes. C'est François Pinault, c'est Maurice Lévy, c'est Tadeusz Ropac, merci. Voilà, c'est des galeries, c'est Daniel Templon, c'est d'autres. Alors, le musée de Tel Aviv, il paraît qu'il a été heureux de vous prêter des œuvres parce qu'il a des œuvres exceptionnelles et que vous avez été encore plus heureux qu'il vous les prête. Musée de Tel Aviv et Musée de Jérusalem, qui sont parmi les plus beaux du monde. Oui, on ne le sait pas suffisamment, il me semble-t-il, en France. Ils sont parmi les plus extraordinaires. Art juif, naturellement. On y vient. Attendez, oui, mais ils y sont. Et puis, art moderne et contemporain. Alors, j'ai parlé d'assurance tout à l'heure. Et c'est vrai que j'étais content qu'il prête, parce que... oui, vous avez peur qu'il vous les vende? Non, c'est une mauvaise histoire juive.
Non, mais ce qui est aussi une très très mauvaise histoire, non, non pas juive, mais antisémite, c'est cette histoire de boycott de la culture israélienne par des gens qui mélangent tout, la politique d'un gouvernement et la société en général, qui fait que parfois les gens sont un peu gênés d'emprunter à des musées israéliens. Moi, c'est l'inverse. Tel Aviv et de Je suis Jérusalem. très fier et très heureux de leur avoir emprunté. Nous avons parlé des assurances, parce qu'il s'agit de protéger le tableau depuis qu'il est décroché de l'endroit où il était jusqu'au moment où il est accroché, mais exposé et transporté. Il y a le transport des œuvres qui doit être complètement difficile, compliqué. C'est très compliqué. Il y a des ça les gens ne le, je crois, enfin moi en tout cas je ne savais pas. Moi qui suis un grand consommateur d'expositions, qui ne rate pas un Keith Haring, un Dali, etc. Je savais pas comment ça marchait. C'est vrai que transport, ça veut dire camion, mais ça veut dire caisson, parfois caisson climatique, parfois convoyeur dédié, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne l'œuvre et qui vient surveiller son accrochage. Ça veut dire vérifier que dans la salle d'accueil, il y a bien le nombre de lux, enfin la qualité de lumière, le degré d'hygrométrie et la température idéale pour que l'œuvre, surtout si elle est ancienne, ne soit pas endommagée. Ça veut dire tout ça. Donc c'est vrai. Et vous assistez à l'accrochage, vous choisissez les lieux, etc. J'ai même, oui, bien sûr que pas j'assiste, je serai l'auteur, je suis l'auteur de cet accrochage. Mais j'ai été très attentif aussi à ces aspects-là qui m'ont évidemment passionné. On ne peut pas montrer un tableau de Suvé ou un tableau de Murillo face à n'importe quelle lumière et face au soleil de la Côte d'Azur. Qui prend le plus grand risque dans l'exposition Bernard-Henri Lévy? Le peintre ou vous? Le plus grand risque, je dirais que c'est le prêteur. C'est le prêteur qui, pour obéir à cet impératif dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'impératif de faire circuler les œuvres dont il est le dépositaire provisoire, prend le risque en effet de... Je vous donne un exemple. Parmi les directives de Guy Debord que j'ai rassemblées pour la première fois, les 3 directives, les 3 anti-tableaux de Guy Debord, il y en a un que son propriétaire ne voulait pas prêter parce qu'il l'a prêté une fois. Il y a 10 ou 15 ans, on le lui a ramené légèrement endommagé. Voilà un risque. Un tableau endommagé, c'est un peu de la beauté du monde et de son intelligence qui se dégrade. N'endommagez rien, ni vous-même, ni ceux qui vont participer à l'exposition. Mais là, plus profondément, vous rendez hommage à la peinture qui s'est souvent battue contre les religions. En Occident, elle a su s'inventer, elle a su résister contre les ennemis de l'image. Toutes les religions sont concernées. On peut dire d'abord les chrétiens, vous avez, chez les Grecs, vous avez cité Platon, etc., mais d'abord les chrétiens. Puis l'islam. Quand on regarde le département brillant créé par Henri Loihet au Louvre, consacré aux arts de l'islam, il n'y a aucune figure, aucune représentation de Dieu ou des prophètes. Donc l'islam, c'est clair. C'est pas si clair non plus, parce que si vous allez en Iran, vous voyez qu'il y a des visages, il y a des visages de saints, il y a pas de visage de Dieu, mais il y a des visages de saints. Alors, et pour les Juifs, vous faites l'avocat du judaïsme qui n'aurait jamais chassé ou expulsé du temple les images ou les icônes. Les idoles, oui. D'abord, le peuple juif est contraint au nomadisme. Comment il peut se promener avec des peintures? Mais ce n'est pas l'essentiel. Le problème, c'est le refus de l'image. Et on peut trouver d'ailleurs des tas d'exemples. Et tous les penseurs juifs, jusqu'à Emmanuel Lévinas que vous citez, déclarent la guerre à l'idole. Oui, mais pas à l'icône. À l'idole, pas à l'icône. Ça n'a rien à voir. Oui, mais oui. L'idole, c'est l'icône en tant qu'elle se croit sacrée. C'est l'icône en tant qu'elle se prétend ou qu'on la prétend hantée habitée par un bruissement de mystère et de sacralité. Ça oui, l'idole c'est l'icône en tant qu'elle abétit les hommes, en tant qu'elle réduit leur intelligence, en tant qu'elle se moque de leur excellence. C'est ça l'idole. Oui, de leur dignité. Quand Moïse redescend du mont Horeb, il énonce devant son peuple les 10 commandements. Et le premier, vous le savez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est vrai qu'il y avait de tant de fausses idoles, etc. Et puis il dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Oui. Il y a ça, et puis il y a ce que j'appelle le judaïsme vivant,
c'est-à-dire le Talmud, la pensée juive vivante. Mais il n'y a pas des bandes dessinées dans le Talmud? Il n'y a pas des dessins dans le Talmud? Non, mais il y a des discussions. Il n'y a pas des visages dans le Talmud? Mais il y a des discussions interminables et il y a des pages entières, des pages entières de Rachi ou de Maïmonide qui datent du XIIe siècle. Oui. Du XIIe siècle, Oui. Maïmonide, le guide des égarés, Oui, c'est oui. beaucoup plus tard. Naturellement. Mais le Deutéronome, Oui. je vais chercher cela dans le roman du visage chez Plomb de Nicolas Avril. Le Deutéronome dit « Veillez attentivement sur vos âmes de peur que vous ne vous corrompiez et que vous nous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal, etc. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. » Oui, oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas avant longtemps une image. De même que dans le catholicisme, vous avez pendant très longtemps des évêques qui brûlent des croix, des évêques qui détruisent des vitraux, un évêque Claude qui brûle et qui piétine des reliques, jusqu'à Savonarola qui fait des autodafés de chefs-d'œuvre absolus. Toutes les religions révélées ont eu à se battre, le judaïsme compris, mais pas plus. C'est ça que j'essaie de dire dans ce livre, c'est ça le scandale théorique contre lequel je m'élève. Toutes les religions révélées, mais pas l'une plus que l'autre, ont eu à lutter contre cet embarras que leur procurait l'image. Mais Jésus, lui, il définit sa venue au monde par le mystère de l'incarnation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il va de soi que Jésus n'a pas encouragé la représentation de la figure humaine ou divine, encore moins le culte des images, parce qu'il paraît qu'il n'en a pas parlé. Vous avez de très bonne lecture. Ah ben oui, oui. Jésus, comme ça ne vous a pas échappé, était juif et il participait de toute cette problématique, c'est-à-dire à la fois de cette tentation et de cet embarras par rapport à l'image. C'est ce que vous appelez l'iconoclastie. C'est ce que j'appelle le bras de fer, la lutte à mort entre l'iconoclastie et ce que Baudelaire, beaucoup plus tard, une fois la bataille gagnée, appellera la passion des images. C'est ça, l'image, c'est le diable. Mais depuis que je sais que je vais faire l'émission avec vous, je suis allé voir le musée juif, d'art juif. Je suis retourné le voir, il n'est pas loin, il est à Paris. Ben, il n'y a toujours pas de représentation humaine de la face de Dieu. Oui. Ben, et oui. Dites-moi, les premiers peintres juifs, ils datent de quand? Parce que quand je pose la question, on me dit Chagall. Non, on me dit Soutine. Mais bien sûr mais que ça, non. Vous avez dès le XIIe siècle, dans les synagogues, des... Ah ben si, c'est plutôt rare, exceptionnel. Exceptionnel. Ou aller même en Syrie, la synagogue... Oui, si je pouvais. Oui, non, mais vous auriez pu y aller avant. Il y a une très belle synagogue où vous avez des fresques magnifiques. Allez à la synagogue d'Amsterdam. J'arrive pas à être convaincu par ce que vous me dites. Parce qu'il y a eu... Vous voulez bien réconcilier le judaïsme avec l'image, peut-être, mais tardivement. Tardivement, bien sûr. Oui, mais le catholicisme, tardivement aussi. On est là sur un double malentendu. Le malentendu d'un judaïsme qui aurait excommunié les images au point qu'il aurait fallu être hérétique au judaïsme pour s'extirper de tout ça, c'est pas vrai. Je vous répète, les rabbins du Talmud, Rachi, ça c'est pas le XIIe siècle, nous expliquent des choses bien plus complexes. C'est toujours les mêmes noms. Mais, attendez, les mêmes noms que je veux dire, Rachi et Maïmonide. Mais pourquoi vous n'avez pas montré dans le livre des peintures de grands peintres juifs, même qui étaient peut-être dans des synagogues? Vous en avez. Par exemple, vous avez offert le louche. Mais il est contemporain. Contemporain, oui. Bien sûr, il vit aujourd'hui. C'est un grand peintre. Parce que ce qui m'intéresse dans cette affaire, parce que ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est d'aller sur l'autre terrain, d'aller contre le deuxième malentendu, qui est celui qui a la peau la plus dure, sous prétexte que, en effet, le christianisme est la religion de l'incarnation. On a tendance à penser que le catholicisme est arrivé avec toute armée une passion des images. Et ça, c'est faux. C'est une réécriture de l'histoire, c'est du révisionnisme esthétique. Donc comme je suis, même là, un tout petit peu militant, j'ai voulu montrer par quelle ruse, par quel coup de génie ou par quel coup d'État les peintres ont dû en passer pour conjurer cette espèce d'interdit porté sur leur métier, sur leur pratique et sur les images par les évêques. L'exposition Bernard-Henri Lévy sera un succès, je pense, dès cet été, pendant 4 mois, au moins par curiosité. Mais aujourd'hui, tous les musées sont remplis.
Regardez la Biennale de Venise, le Louvre, dans toutes les villes de province, à Lens, autour de la Méditerranée, grâce à l'association des musées méconnus de la Méditerranée. Comment vous expliquez cette vitalité? Un des grands philosophes contemporains, qui s'appelle Jacques Lacan, a dit, en réponse au dit nietzschéen sur la mort de Dieu, il a dit « Dieu n'est pas mort, Dieu est inconscient ». Je crois qu'il a raison. Je crois que Dieu est inconscient dans les sociétés contemporaines. Et l'une des manières... Lacan, spécialiste de l'inconscient, il n'est pas allé nous extirper Dieu, il n'a pas réveillé Dieu, ou il n'a pas fait remonter l'inconscient de Dieu à la conscience. Parce que le lecteur de l'avenir d'une illusion et le lecteur du malaise dans la civilisation, les deux textes tardifs de Freud, il savait bien, laissez-moi finir ma phrase, il savait bien, Jacques Lacan, que on n'en finissait pas comme ça avec la religion. Et l'une des manières que ce que vous appelez la religion, en tout cas, ou en tout cas la question de Dieu, a de se manifester encore aujourd'hui en ce monde, c'est l'art. Donc c'est une espèce, en effet, de transcendance profane que pressentent probablement toutes ces femmes et tous ces hommes que nous voyons entrer dans les musées. Le journal, oui. Il est intéressant, parce que pour ce qu'il dit aussi de vous-même. L'exposition, la quête, c'est extraordinaire comme bataille. Mais en même temps, ce qu'il dit de vous, de vos amitiés, par exemple avec François Pinault, qui est pour vous comme un père ou un grand frère. Voilà. Pourquoi? C'est comme ça. Vous n'allez pas me faire le coup, c'est pas si c'était lui, c'est pas si c'était moi. Je peux vous faire le coup. Je vais vous faire le coup Montaigne est passé par là. De ce qui est dit très exactement dans ce livre. C'est quelqu'un avec qui, pour des raisons très anciennes, qui sont liées, alors si vous voulez tout savoir, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse vos spectateurs, qui sont liées aux relations qu'il entretenait avec mon père. Et ça, c'est sacré. Il y avait, le père, oui, on va voir. Le il père y avait entre François Pinault, moi je me fous de que François Pinault soit un tycoon, je me moque que PPR, machin. Pour moi, c'était l'ami de mon père. Et de cette amitié, vous m'obligez à dire, je vous dis, de cette amitié est née, après la disparition de mon père, entre cet homme, entre François Pinault et moi, un lien tout à fait particulier. Mais il faut dire que François Pinault s'est intéressé. Une double fidélité. Il s'est intéressé à la peinture tardivement, mais il est devenu à la fois un mécène, un immense collectionneur. Il est présent à Venise et personne ne l'a aidé, parce qu'il aurait pu être à Paris, c'est dommage pour Paris. Et il est toujours prêt à soutenir un Jeff Koons, un photographe japonais. Je dis pas ça d'une manière critique, sérieusement, parce que je l'ai vu à l'œuvre. Il m'est même arrivé, avec Philippe Lallemand, de l'accompagner. On a commencé un portrait qu'on n'a pas fini, et je le regrette, je lui dis c'est dommage, parce qu'il ne voulait pas retourner dans le lieu où il avait vécu enfant et dans l'école dans laquelle il a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est un personnage extraordinaire parce qu'il est toujours l'œil aux aguets. Oui, alors on peut, vous savez, ce que disait Picasso. Picasso disait, enfin à peu près, il faut très longtemps pour devenir jeune. Hein. Quand j'observe la trajectoire de ce personnage, de François Pinault, de ce collectionneur, je me dis qu'il lui a fallu longtemps pour devenir jeune. Et l'art, et son rapport à l'art, a cette espèce de juvénilité, dans cette façon dont vous sembliez peut-être vous moquer tout à l'heure. Pas du tout, j'ironise pas du tout. J'ai l'admiration pour lui, ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu. Dans cette façon d'essayer, chaque fois, d'essayer, comme un éditeur qui lit un manuscrit, qui ne sait pas encore très bien si ce sera un chef-d'œuvre ou pas, mais qui décide d'y aller, puis on verra bien l'histoire. C'est bien que vous en parliez, vous ne voulez pas en parler. Mais je continue avec quelques anecdotes, avec des choses profondes. Picoré dans le livre. Pour la première fois, vous confiez quelques histoires de famille. Votre sœur Véronique, est-ce que j'ai le droit d'en parler, qui s'est convertie au christianisme? Vous le faites. Non, mais vous prenez le droit. Vous avez été surpris? Oui, j'ai été surpris, oui. Vous ne pouvez pas rien faire contre son choix. Vous l'avez accompagné, le Christ. Attendez, c'est une toute petite sœur, beaucoup plus jeune que moi, mais enfin, elle est tout de même majeure. Elle fait ce qu'elle croit devoir faire. Le seul point par lequel cela me concerne, c'est d'abord il y a des questions moi je suis je suis juif et très profondément juif et mon judaïsme c'est une manière d'être fidèle à une certaine transmission. Donc, et universalité aussi. Oui, mais transmission, universalité, ça va de soi. Ça, voilà. D'accord. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en faisant ça, elle rompt une chaîne de transmission, peut-être, elle contribue à la rompre. Et puis, il se trouve que ça correspond avec le moment où je suis en train de me débattre. Cette petite sœur, elle s'appelle Véronique. C'est ma sœur, fille de mon père et de ma mère.
Elle s'appelle Véronique. Et j'apprends sa conversion au moment où je suis en train de courir les musées de France et d'Europe à la recherche de portraits de Véronique, les Véroniques, c'est-à-dire ces jeunes juives présentes à la 6e station du Calvaire du Christ, lui tendant un linge et voyant son visage, l'essuyant et voyant le visage christique s'imprimer sur ce linge. Pour moi, cette affaire-là est capitale parce que c'est le moment où l'image de diabolique qu'elle avait tendance à être devient sainte. C'est le moment où de démoniaque qu'on l'a considérée, elle devient bonne. Et puis j'apprends cette nouvelle, en effet personnelle, qui me tombe dessus un peu comme la foudre. Ouais, Véronique Lévy comprend peut-être mieux aujourd'hui le judaïsme et les juifs. Bon, vous avez adoré votre père, vous en avez parlé, et votre mère, n'en parlons pas, mais je ne veux pas insister. Mais dans votre journal, vous racontez qu'un jour, votre mère prenait le soleil et nageait avec une amie sur une plage de Juan-les-Pins. Moi, ça m'a frappé. Et puis un petit homme trapu qui portait un peignoir à rayures rouges et noires, je le décris à travers votre propre description, sur un short à carreaux, qui s'approche d'elle et de vous, gamin, et de votre frère, et qui s'adresse à elle d'une voix fluette. Qu'est-ce qu'il dit? Vous vous en souvenez? Il fait surtout comme les dragueurs qui font semblant de s'intéresser aux chiens quand ils s'intéressent à la maîtresse. Il feint de s'intéresser aux enfants parce qu'il s'intéressait probablement à ma mère et à son ami. Vous voulez pas venir goûter à Cannes, les petits? Voilà, C'était qui? C'était Pablo Picasso sur une plage de Juan-les-Pins. Oui, mais ça crée des souvenirs. C'est le premier pain, oui. Oui, oui. Mais est-ce que c'est pour cette raison que Picasso, l'incomparable, n'a droit dans votre exposition qu'un seul tableau et pas le plus beau? C'est pas une manière de vous venger, qu'il soit sous-représenté, une manière de vous venger du fait qu'il a un peu dragué votre maman. Ah, vous me donnez chaud là, d'un seul coup. Là. Mais il faut bien. Oui, mais là, oui. Mais c'est pas fini? Peut-être, oui. Peut-être qu'il y a de cela. C'est vrai que je raconte la scène. En effet, oui, ce moment de trouble, ce moment de... C'est une chose de le raconter dans le cadre d'un journal intime, fût-il rendu public par la grâce d'un livre. Intime, il est pour nous, il est pour moi, il est pour tous les lecteurs. C'est une chose de le verbaliser face à tous ceux qui nous regardent. Et vous racontez par exemple, et c'est le dernier exemple que je pique dans le journal, que vous préparez l'exposition, le journal et les catalogues des œuvres exposées dans les sous-sols de l'hôpital Bichat. Oui. Vous avez une préférence pour les hôpitaux et les dessiner dans les hôpitaux? Non, mais ça fait partie des événements très importants qui me sont arrivés pendant ces 2 années. Quelqu'un de très proche qui a eu un terrifiant accident et j'ai passé plusieurs mois à son chevet. Cette année, voilà, entre le 19 décembre 2012 et je ne sais plus, février peut-être, à son chevet, dans les sous-sols d'un hôpital, à faire mon exposition, voilà, dans la salle d'attente d'un hôpital. Exact. En tout cas, vous avez la satisfaction de voir que ce personnage, vous ne citez pas, est sauvé, qu'il assistera peut-être à l'exposition. Il est sauvé, il est à Saint-Paul de Vence. Et Dieu sait que il est miraculé. Voilà, il est miraculé. Je sors de l'anecdote, mais toujours inspiré par votre livre. Dans la partie, partie catalogue du livre, vous commentez... C'est un vrai journal. Ouais. C'est un journal de bord de l'exposition, mais qui croise en effet mon journal intime. Et tous les événements de ma vie intime qui se sont croisés avec l'histoire de l'exposition, évidemment que loyalement, ils se trouvent là. Mais ça veut dire que c'est votre journal ou vous en avez un autre pour plus tard? Ce sont des extraits de mon journal, oui. Je tiens un journal depuis 40 ans. Où je dis à peu près tout. Donc là, il n'y a pas tout. Comment à peu près tout? Tout? Ah, tout, oui. Oui, tout ce qui est dissible. Il y a des choses même qu'à soi-même, on ne se dit pas. Donc à plus forte raison. Et vous l'écrivez? Non, je ne l'écris pas. J'ai un journal dont cette partie-là du livre est issue, que depuis 40 ans, je dicte à une femme, à mon assistante, autrefois sur un répondeur, à l'époque où il y avait des gros répondeurs avec les bandes, aujourd'hui sur un système Evernote. La dernière chose que je fais le soir en me couchant ou le matin en me réveillant, c'est de dicter mes impressions. Chaque jour, sur tous les sujets de votre vie, même les plus intimes. Les plus intimes, les plus publics, les plus politiques, les plus singuliers. Je dicte l'essentiel à cette jeune femme, elle est un peu moins jeune, évidemment, 40 ans après, mais pour moi, elle est toujours jeune, qui s'appelle Joëlle Habert. Et je crois que c'est la première chose qu'elle fait quand elle arrive. C'est celle qui sait tout sur Bernard-Henri Lévy. Ah, c'est la seule personne qui sache tout. Oui. Est-ce que je peux déjà vous inviter pour le jour de la publication du journal? Vous pouvez l'inviter elle le jour de ma mort, mais à mon avis, elle ne vous parlera pas. Non, mais vous, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Parce que je ne le publierai pas tel quel, parce que ce journal-là, c'est une matière première, je le considère comme tel, matière première pour des livres de ce genre. C'est-à-dire ce livre-là
ne serait pas ce qu'il est, avec, me semble-t-il, toute sa dimension sensible et charnelle dans les portraits, les rencontres, etc., s'il n'y avait cette espèce de gisement de sensations qu'est le vrai journal. Donc je puise dans ce vrai journal pour alimenter mes livres. Qu'est-ce que vous allez écrire sur peut-être Bibliothèque Médicis? Il y aura cette nuit quelques lignes sur Jean-Pierre Elkabbach citant Nicole Avril dans cette émission. Et d'ailleurs, vous devriez la citer. Vous n'osez pas le faire, mais dans ce livre que je connais, il y a une chose extraordinaire que vous n'avez pas osé dire. C'est qu'il y a un tableau de Picasso dans le livre de Nicole Avril qui est presque la prémonition et presque une sorte de version du tableau qui est en couverture de mon livre, c'est-à-dire du tableau de Basquiat. Un autoportrait tardif de Picasso qui ressemble comme un frère à ce portrait de prophète de Basquiat que j'ai choisi pour illustrer mon livre. Comme s'ils étaient parents tous les deux. Comme si Picasso et le Basquiat, le dernier Picasso, le dernier 82 Picasso ans, et le premier Basquiat, le jeune Basquiat, qui est mort à 28 ans. Qui est mort à 28 ans, dont David Hamon se disait qu'il n'avait jamais assuré ses arrières, et le grand Picasso, arrivé recru de chefs-d'œuvre et de talent. Eh bien, il se retrouve dans cette espèce de visage étrange, avec ce regard incroyable. Vous direz dans ce journal intime que ici, vous vous êtes peut-être réconcilié avec la mémoire de Picasso, puisque vous venez d'en parler de manière élogieuse, et que peut-être pour une prochaine exposition, il aura une autre place. Mais on va prendre des exemples. Ce qui m'intéresse dans l'affaire Picasso, non, attendez, le tableau que j'ai pris de Picasso, que j'ai choisi de Picasso, ce qu'il a d'intéressant, c'est que c'est le dernier portrait de Françoise Gillot. Et c'est un tableau, en effet, qui n'est pas le plus grand Picasso. Pourquoi? Parce qu'il ne désire plus Françoise Gillot ce jour-là. Et ça se voit sur le tableau. Et ça se voit sur le tableau. Et parce que Françoise Gillot ne désire plus être peinte par Picasso ce jour-là. Et ça se voit sur le tableau. Par conséquent, le pacte érotico-pictural qui est à l'origine de la peinture est rompu ce jour-là entre Gillot et Picasso. Voilà. Et ça se voit dans ce tableau. Et vous savez ce que j'ai appris en plus dans ce livre? Non. Non. Et puis dans un autre qui était Dora Maar, c'est que Picasso peignait presque le visage de celle qui n'était pas encore sa femme ou sa maîtresse, comme s'il la pressentait, alors qu'il vivait avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, on se rendait compte que la nouvelle ressemblait à ce dont il avait eu le pressentiment. Au passage, l'endroit où il a vécu, où il a rencontré, où il a peint Guernica, c'est les Grands Augustins. Il y a des promoteurs immobiliers ou je ne sais qui sont en train d'essayer de les récupérer. Est-ce qu'on peut ajouter votre voix, votre passion, à la liste des défenseurs des Grands Augustins, comme une sorte de musée Picasso? Ajoutez-la instantanément, et si quelqu'un peut me passer Anna Markovitch, Anne-Marie Moreau, notez-les. Séance tenante. Alors, vous avez pris l'exemple de Basquiat. Mais c'est intéressant Picasso. ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en effet, ça c'est la définition même, quand on dit un séducteur, etc. Chaque femme devenait à un moment donné le brouillon de la suivante. Voilà, c'est une très belle le pressentiment de la suivante. Le pressentiment de la suivante. Vous avez parlé de Basquiat, Picasso, mais il y a des exemples où vous mariez tel ou tel. Les deux Pietà, celle de Cosmetura, dont vous avez parlé tout à l'heure, 15e siècle, qui est au musée Correr à Venise, elle est si moderne, et celle de Jean Fabre, qui date de 1958. Ils se répondent, à 4-5 siècles de différence. Les squelettes dans une bibliothèque de Paul Delvaux, pourquoi ils sont présents là? Pourquoi ils sont si présents, ces squelettes dans la bibliothèque? Pourquoi ils sont présents? Parce qu'ils, pour moi, ils racontent ce que j'appelle le tombeau de la philosophie, c'est-à-dire le moment où la peinture prend le pouvoir sur la pensée spéculative et où les procédures de vérité, si j'ose dire, dont elle est la grande machinerie, supplantent les procédures de vérité de la philosophie. Donc là, cette espèce de bibliothèque peuplée de squelettes, eh bien, c'est une manière de disqualification de la philosophie, de la pensée spéculative, de la bibliothèque... Mais ça, c'est une autocritique de Bernard-Henri aussi, philosophe. Oui, mais il se raccroche aux branches ou au pinceau du peintre. Oui, mais je trouve très important, et pour les philosophes et pour les peintres, qu'ils se laissent intranquilliser. Rien n'est pire que le ronron de l'habitude. Pas seulement le ronron, la certitude, l'assurance de soi. Sartre disait que le salaud, la définition du salaud, c'est celui qui croit qu'il est à sa place, qu'il en a hérité de cette place et qu'il l'aura pour toujours.
Le contraire du salaud, c'est celui qui se sent intranquille. Qu'un philosophe se laisse intranquilliser par la peinture ou un peintre par la philosophie, c'est là, vous redevenez l'histoire que je raconte. Et d'ailleurs, vous le dites quelque part, on est engagé et intellectuel par séquence et intermittence, jamais professionnel de la chose, encore moins machiniste de son indignation ou de la détresse d'autrui. On est saisi plutôt, on est requis, emporté sans l'avoir voulu et souvent à regret, brûlé, bien obligé, tantôt l'action, tantôt l'écriture. Voilà. Et donc là, la jonction se fait. Mais je veux citer encore, avant de nous quitter, quelques peintures ou quelques rencontres inattendues. Cette crucifixion de Bronzino, XVIe siècle, celle de Pollock, qui date de 39, l'américain, 39-40, et de Basquiat à New York en 1982. Et on pourrait ajouter les philosophes grecs de Chirico. Et chacun de ces tableaux a une histoire extraordinaire. Les philosophes grecs de Chirico, c'est un tableau qui appartient à David Namad, le père, et c'est un tableau qui est rarement sorti du bunker où il se trouve hors de France, et son propriétaire, David Namad, va une fois tous les, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, il va s'enfermer dans le bunker en question pendant une journée entière pour être face à son tableau, pour lui parler. Je trouve cette idée magnifique. Ah oui, magnifique, oui. Il va s'enfermer avec son tableau. Et sans doute le tableau lui répond-il. Le Bronzino, qui est un tableau très... Et oui, bien sûr que son tableau lui répond. Mais naturellement, c'est ça un collectionneur. C'est quelqu'un qui croit que les tableaux parlent. C'est quelqu'un qui croit qu'ils sont doués de parole. Le Bronzino, ce n'est un Bronzino que depuis très peu de temps, depuis qu'un jeune muséographe, qui s'appelle Costamagna, a porté son regard sur lui. C'est-à-dire, il y a 2 ou 3 ans, ce tableau a été identifié comme un des chefs-d'œuvre de Bronzino. On ne le savait pas. C'est le regard d'un directeur de musée qui l'a identifié comme tel. Le Pollock, il n'était quasiment jamais sorti, peut-être jamais d'ailleurs, de la collection de Larry Gagosian. Cet homme qui est sûrement un homme dur, sûrement un marchand implacable. En tout cas, il a cette réputation. Le moment où il devient, où quelque chose d'enfantin revient en lui, c'est quand on parle de l'Arménie. Et c'est dans le fil d'une conversation sur l'Arménie qu'il m'a dit, attendez, qu'il m'a dit, j'ai dans ma collection privée un tableau que je n'ai jamais montré, qui est une crucifixion très étrange d'un Pollock inattendu, qui n'a rien à voir avec les drippings. Le voici. Voilà, où on voit tous ces corps entremêlés, le Christ et les larrons. Le philosophe grec, pour Anne-Marie Moreau et Philippe Lallemand de Chirico, d'ailleurs tellement influencé par le philosophe Nietzsche, qu'il a loué, paraît-il, la dernière chambre de Nietzsche à Turin, juste avant la folie. À côté du Palazzo Carignano, exactement. Alors, la dacha, là même où l'évêque Claude de Turin faisait des autodafés de reliques et de croix. La dacha qui a plusieurs auteurs, le café de Flore de l'allemand Immendorf, on est en train de les voir, et puis moi qui m'a beaucoup touché, l'Adam et Ève de Cranach du musée de Besançon. Parce qu'Adam et Ève n'ont pas peur, ils ne semblent pas avoir peur, et ils ne semblent pas mécontents, avec la pomme à la main, de ce qui leur est arrivé. Et vous dites, c'est une humanité qui a toujours fauté, qui est déjà condamnée, elle n'a d'autre choix que de regarder le mal en face, puis elle n'a pas peur. Et elle persévère. Et elle n'est pas mécontente du tour qu'elle a joué aux humains que nous sommes et qui reproduisons leur expérience. Et Rothko, ça m'a frappé, qui est aujourd'hui à New York, c'est pour vous un tableau comme une pensée, vous dites comme le Messie, un tableau où la pensée juive apparaît pour ce qu'elle est. Mais en quoi c'est la pensée juive, ça ? En quoi c'est là et ça vous fait rire? Ah bah, ça me fait sourire. Vous n'allez pas m'interdire de sourire. Bien sûr que non. Puisque là, je vais avoir une explication. C'est un tableau comme un temple au double sens. C'est au sens romain et au sens juif. C'est un tableau qui est comme un accueil à la sainteté, à l'esprit de sainteté. C'est ça que ce Rothko, dont ses contemporains disaient qu'il était le dernier rabbin de l'art occidental, c'est ça qu'il fait dans ce tableau que je ne vois pas, mais que vos spectateurs voient probablement. Il y a 160 tableaux et avec des notices très précises, rigoureuses et en même temps poétiques de l'écrivain Bernard-Henri Lévy. Le philosophe qui s'est engagé pour les causes les plus tragiques et qui n'a pas hésité à se montrer sur le lieu des conflits, qui a cherché à réconcilier des ennemis qui continuent à se flinguer, à s'entretuer et se déchirer. Bon, il se tourne vers l'art. Est-ce que ça veut dire que l'engagement vaut aujourd'hui moins la peine? Pas du tout. L'engagement vaut la peine de la même manière, mais comme vous le disiez tout à l'heure... C'est pas un métier, l'engagement. Oui, l'engagement, c'est pas un métier. Qu'est-ce que fait ton papa? Il est engagé. Non, mes enfants ou mes petits-enfants aujourd'hui ne diraient pas cela. Engagement, c'est une indignation. Engagement, c'est un réflexe. Engagement, c'est une interruption de l'ordinaire d'un philosophe qui est d'écrire un livre comme celui-là
et qui fait qu'en effet, Mais est-ce qu'il n'y a pas chez vous, comment dire, une sorte de désenchantement à l'égard de la politique, une sorte, aujourd'hui, hein, ça va peut-être pas durer, une sorte d'aquabon? Mais il y a un désenchantement vis-à-vis de la politique depuis le premier jour chez moi. Je pense depuis toujours. Vous êtes maso alors? Mais pas du tout. Ça vous plaît pas? Vous Non, souffrez? non, Vous êtes non, désenchanté oui. et vous vous y engagez? Bien sûr. Je suis désenchanté, c'est-à-dire que je ne crois pas que la politique soit le royaume des fins. Je ne crois pas que la politique soit une manière de faire advenir le bien sur la terre. Je ne crois pas en la communauté bonne. Donc je crois que la politique, ça sert tout au plus à conjurer le pire, peut-être même à le retarder, et parfois à le réparer, à réparer le monde. Donc c'est une conception désenchantée de la politique. La conception enchantée, c'est les gens qui croyaient en l'avenir radieux. Les dévoués. Oui, l'avenir radieux, les lendemains qui chantent. Et qui font pendre des milliers de types pour qu'ils les fusillent. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais qui, au nom de ça, en effet, commettent les pires forfaits. Est-ce que vous croyez... Donc moi, je suis pour, je vais vous dire par là, que je suis pour une conception résolument désenchantée de la politique. Est-ce qu'on est un peu loin des tableaux, mais est-ce que vous croyez que la France sous François Hollande, en difficulté économique, va choisir le réformisme social-démocrate d'une manière affichée contre le gauchisme résiduel, ringard du Parti socialiste ou vivace du Front de gauche ou des Verts? Vous savez très bien que posée comme cela, la réponse est évidente. Elle n'a pas le choix. François Hollande n'a pas le choix. Il est bien forcé de se réconcilier avec sa vérité la plus profonde, qui est cette social-démocratie. Il n'a pas d'autre choix. On n'a presque plus le temps, mais je ne peux pas ne pas parler de la Libye. Hein. La souffrance que vous avez voulu éviter, il me semble aujourd'hui plus grande qu'avant. C'est vrai qu'on s'est débarrassé de Kadhafi, que Benghazi a été libéré, Tripoli aussi. Mais aujourd'hui, il y a des milices qui font la loi, les droits de l'homme et des femmes ne sont pas respectés. C'est tout juste si vous pourriez y retourner, parce qu'on ne vous demanderait pas quelle est votre religion, etc. Est-ce que ça valait la peine d'aller se battre comme ça pour arriver à un endroit où on est en train de chercher à imposer la charia, là aussi en Libye? Ne mélangez pas tout. D'abord, aujourd'hui, il y a des milices. Autrefois, il y avait un État. Il y a des milices qui essayent... Non, il n'y a pas d'État. Mais pas du tout. Il y a des milices qui font des attentats et il y a un État qui est un État modéré et libéral et pro-occidental. Autrefois, ceux qui faisaient la loi et ceux qui faisaient du terrorisme, c'était l'État tout entier. Kadhafi, c'est un État terroriste. Aujourd'hui, vous avez des milices d'Al-Qaïda qu'il faut en effet réduire, abattre, qui va liquider. Réduire, puisqu'ils n'ont pas la force à l'intérieur de les réduire. Eh bien, on va voir. Moi, je ne pense pas qu'il n'ait pas la force. Il y a aujourd'hui en Libye, bien sûr, l'histoire n'étant pas conception désenchantée de la politique, l'histoire n'étant pas un chemin de rose, l'histoire n'étant pas un calcul, une science exacte. Bien sûr. Il y a un affrontement. Mais il y a des générations qui vont souffrir, comme à l'époque de Khomeini, où Michel Foucault était vachement content d'applaudir Khomeini. Ça fait 35 ans qu'ils en bavent. Il y a deux monstres aujourd'hui dans le monde arabe. La dictature et l'islamisme radical. Aujourd'hui en Libye, islamique, vous avez oui, aujourd'hui en Libye, il y a un Premier ministre qui est un libéral, qui n'est ni un dictateur, il n'a jamais été corrompu avec Kadhafi, compromis avec Kadhafi, ni un islamiste, car il est opposé à l'islamisme radical. Mais en même temps, le sud libyen est devenu un sanctuaire du terrorisme et des trafics. Pas le sud libyen est devenu... Une partie du sud, et qui est en train de gangréner d'autres parties de la région, et la Tunisie aussi, et voilà, et voilà. C'est l'histoire de la poussière et du tapis. Vous préférez la poussière sous le tapis ou à côté du tapis? Vous pensez qu'il vaut mieux que ça soit sous le tapis? Poussière. Ah oui, mais c'est pas possible. Passer l'aspirateur. Il y a toujours un peu de poussière. Alors autrefois, quand les gens disent les fameuses milices, les armes de Kadhafi, elles ont traversé la frontière, elles sont allées au Mali. Oui, mais elles étaient en Libye. Alors on préférait qu'elles restent en Libye pour tuer les Libyens plutôt que d'aller au Mali pour marcher sur Tombouctou. C'est pareil. C'est pas les armes, les agents déstabilisateurs du Mali que François Hollande, par sa politique courageuse, a réduit. Elles ne sont pas tombées du ciel. Elles sont venues de Libye, elles y étaient bien. Donc, qu'elles soient en Libye, qu'elles soient au Mali, pour moi, cela revient. C'est toute la région qui est déstabilisée. Mais je ne crois pas. Le lieu. Mais je crois que la région est beaucoup plus stabilisée. Ah bon? Avec la Syrie? Je vous parle du Mali. Je vous parle du Mali et je vous parle de la Libye. La Libye va beaucoup mieux aujourd'hui que sous Kadhafi et le Mali va beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant l'intervention militaire française. Je préférerais que ce soit un vrai Libyen qui vit en Libye qui me le dise. Que vous. Ah ben je vais vous en trouver. Oui, des vrais. Des vrais. Pas que vous aurez envoyé chercher avec votre avion.
des vrais Libyens. Alors vous qui me dirait, m'expliquerez quelle est la différence entre les vrais et les faux Libyens. On souffre moins maintenant, on peut sortir, les femmes peuvent sortir sans leur Jean-Pierre Elkabbach. Leur mouchard habillé. Jean-Pierre Elkabbach, le dernier Libyen que je vous ai amené, il s'appelle Ali Zeidan. Vous l'avez rencontré, laissez-moi parler, grâce à moi, à l'hôtel Raphaël, il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est Premier ministre, libéral, laïque, pro-occidental. Donc il faut l'encourager. C'était un faux Libyen? Voilà, est-ce que c'était un faux Libyen? Mais est-ce qu'il arrive à gouverner? C'est autre chose. Il est Premier ministre. Une dernière. Il a battu les islamistes. Les premières élections libres en Libye depuis 42 ans se sont tenues et ont signifié la défaite à plate couture des islamistes. Combien de morts ont fait les milices il n'y a pas longtemps de je ne sais plus quelle ville de Libye. Bon. Et l'Iran, Ahmadinejad est parti après 8 années de grimaces. Les Iraniens eux-mêmes ont crié tous ces derniers jours bon débarras. Son successeur Hassan Rouhani, qui est choisi par le grid suprême Khamenei, on le fait passer pour un modéré. Modéré, parce qu'il me semble que les vrais réformateurs modérés sont ou en tôle ou en résidence surveillée. Est-ce que vous dites à la fois c'est un changement, il faut être attentif, et est-ce que vous dites même à vos amis d'Israël, eh bien le spectre de la guerre israélo-américaine contre les installations nucléaires, on peut le retarder? Soyez pas pressés. Moi, je n'aime pas faire de procès d'intention, donc je me garderai d'en faire ici. Mais enfin, je recommande à tous ceux qui nous écoutent, là, peut-être, de rester très prudents. Le virage modéré de l'Iran, vous savez, Ahmadinejad n'était pas grand-chose de plus qu'un jouet entre les mains de celui qu'on appelle le guide suprême, Khamenei. Et quand il a pu jouer la marionnette, il a été lourd et vidé. Il a été vidé, et peut-être a-t-on affaire aujourd'hui à une marionnette un peu plus sophistiquée que ne l'était Ahmadinejad. Plus adaptée à l'époque où il y avait une société iranienne qui a besoin d'autre chose. Vous demandez aux intellectuels, même si l'engagement c'est pas un métier, Bernard, de s'engager un peu davantage, même s'ils se passionnent pour l'art, la peinture, l'écriture, la musique. Je leur demande rien. Ça, les gens font comme ils sentent et comme leur conscience leur dicte. Vous savez, Mallarmé disait au moment du procès de Félix Fénéon, des premiers attentats anarchistes, etc., Mallarmé disait « Je ne connais rien de plus révolutionnaire et de plus propre à dynamiter une société qu'un mot ou qu'un livre. » On peut très bien s'engager par des livres. On peut très bien faire bouger la société avec un prophète comme le prophète de Bastia que j'ai mis en couverture de ce livre. Il y a 1000 manières de faire, chacun selon son tempérament. Voilà, ce sont les aventures de la vérité. Quand l'exposition de la Fondation Meg de Saint-Paul-de-Vence sera terminée après son beau succès prévisible, qu'est-ce que vous allez faire? Sur quoi vous allez porter vos passions et vos efforts? Je ne sais pas encore. Vous savez, je m'engage dans... Pour reprendre votre mot, je m'engage dans ce que je fais avec tant d'énergie, de passion et tellement tout entier que je ne sais jamais ce que je vais faire après. Et que j'aurais même le sentiment d'une espèce de trahison à l'endroit de ce dans quoi j'ai été si longtemps, tant de mois ou tant d'années, 2 ans investis, si j'étais déjà dans le projet suivant. Donc la vie de Bernard-Henri Lévy s'invente au gré de la vie. Oui. Inspirée par toutes sortes de choses, elle n'est pas écrite, elle s'écrit comme la vie et le destin de chacun de nous. Elle n'est pas programmée, la vie d'un écrivain. Ça dépend. André Gide a dit un jour que dès sa jeunesse, dans son journal, à l'âge de 20 ans, il a vu son œuvre entière se figurant devant ses yeux, surgissant comme ça du néant comme une cathédrale, dont il verrait les vantaux, les flèches, etc. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est une aventure qui s'improvise et dont je ne sais jamais quelle sera la péripétie suivante. L'exposition de Saint-Paul-de-Vence et la Fondation Meg est une manière de nous parler de vous, bon, je l'ai dit, c'est un récit personnel, mais de nous parler du XXIe siècle. Et vous avez montré ce que peuvent dire ensemble les nouveaux mariés, le peintre et le philosophe. Voilà, et j'essaie et j'essaie de montrer surtout cette question qui, en tout cas, moi, m'a hanté depuis mes débuts et dont je suppose et dont je sais qu'elle est une question lancinante pour chacun, la question de la vérité. Est-ce que la vérité existe? Est-ce qu'elle est la même pour chacun? Est-ce que c'est un horizon qui s'éloigne ou quelque chose qu'on peut atteindre? Est-ce qu'on doit avoir une conception messianique de la vérité, c'est-à-dire quelque chose qui se dérobe à chaque instant, ou au contraire une conception appropriatrice de la vérité? Toutes ces questions-là qui sont au cœur de tout, de la politique, de la philosophie,
c'est les questions que j'ai essayé d'aborder à travers ces deux langues croisées que sont la langue de la peinture et la langue de la Qu'est-ce qu'on a philosophie. transpiré aujourd'hui, hein? Mais oui, c'est à cause des questions personnelles que vous m'avez posées. Vous m'avez complètement déstabilisé. Merci. Mais tout va bien. Merci à vous. À la prochaine. Hein? À la prochaine. Et à bientôt. À bientôt.